On a donc passé un bon moment autour du jeu qui nous a permis de voir aussi bien des missions solo que des missions coopératives. Qu'est-ce qui vous a amené à repenser les mécaniques de gameplay et augmenter le niveau de difficulté? Alors du coup, Unity, en fait, depuis son début, était voué à devenir le premier jeu entièrement conçu pour le new gen de Assassin. Donc, ça nous a donné l'ambition, en fait, de vouloir refaire la plupart, sinon toutes nos mécaniques de base. Donc, nos 3 piliers, que ce soit le combat, le côté furtif, le stealth ou la navigation. Donc, du coup, on a rendu le combat plus difficile pour la simple raison que si le chemin le plus facile s'avère être le combat, toutes les missions vont inévitablement terminer dans le combat. Le fait de le rendre plus difficile fait juste encourager les joueurs à jouer de façon plus intelligente, de façon plus furtive. Et en fait, la difficulté du combat ne veut pas dire non plus que le combat n'est pas jouable. Ça veut juste dire qu'il y a une plus grande profondeur, il y a une plus grande possibilité en fait de maîtrise. Alors qu'avant, le combat, la maîtrise qu'on avait au début et à la fin du jeu était plutôt la même. C'était assez plat comme maîtrise, comme progression. Aujourd'hui, on a une vraie progression dans le combat. Tout comme même dans la navigation. Même dans la navigation, les joueurs qui commencent qui se pratiquent, il y a une profondeur et il y a même une maîtrise qui est très rapide à atteindre dans la navigation parce que c'est quand même un feature de confort, mais elle existe tout de même. D'accord. Donc au niveau de ce gameplay orienté très furtif, est-ce que les joueurs qui ont préférence à plus rentrer dans le tas, sans se poser de questions, vont pouvoir le faire malgré? Oui, ils peuvent le faire parce que en fait, la structure du jeu, elle est différente. On a une progression assez profonde. En fait, on a des skills, on a du gear, on a des armes. Tout ça, ça affecte en fait un impact réel sur le gameplay. Donc, des joueurs qui veulent rentrer dans le tas peuvent explorer Paris, trouver les centaines d'histoires qui sont cachées à travers Paris, les missions, faire des missions, gagner des skill points, gagner de l'argent, gagner du gear, gagner des armes, devenir plus fort et retourner faire la mission et rentrer dans le tas parce qu'ils vont être plus forts que la mission en fait. Et on expose en fait dans chacune des missions principales, on expose vraiment un niveau de difficulté qui est basé sur des étoiles. Donc du coup, on sait toujours la progression de notre Arnaud, où il en est en comparaison à la mission qu'on essaye de commencer ou d'affronter. J'ai vu qu'il y avait possibilité de noter les missions en fin de mission. Quelle est l'utilité de cette fonction? C'est pour nous. En fait, nous, ça nous intéresse de savoir les missions que les joueurs ont préférées, ceux qu'ils ont moins préférées, parce que nous, en tant que développeurs, c'est notre but. En fait, le jeu, on le fait bien sûr pour nous parce qu'on est avant tout des fans, mais on le fait aussi pour les fans en large. Fait que c'est super intéressant de savoir, d'avoir ces métriques parce que ça nous permet de nous ajuster pour la suite et de nous assurer en fait que la marque évolue vers quelque chose de bien. Y a-t-il eu des contraintes particulières en travaillant sur Paris et la Révolution française en comparaison des autres villes et périodes abordées? Il y a toujours des contraintes en fait. Vu qu'on est un jeu qui à la base se veut fidèle à l'histoire, on se met toujours énormément de contraintes parce qu'on veut s'assurer en fait qu'on respecte l'histoire. La Révolution française était particulièrement difficile parce que c'est une période qui est extrêmement complexe, qui est une zone grise en fait. C'est une période de contraste. On peut avoir la charte du droit de l'homme, mais en même temps, en parallèle, on a les massacres de septembre. Donc, cette ambiguïté, ce contraste, cette zone grise, on a voulu la représenter dans le jeu et évidemment, ça nous a mis énormément ça nous a posé un challenge particulièrement intéressant. Et vous pas peur que la difficulté, en définitive, fasse fuir les joueurs occasionnels? C'est une question qu'on s'est posée. Mais en fait, encore une fois, c'est que si, par exemple, dans un assassin, un des autres assassins qu'on a du cycle précédent, si, par exemple, on demandait aux joueurs de compléter une mission, d'aller assassiner un target en passant par la porte principale de Notre-Dame et on mettait 20 gardes, et que c'était la seule façon d'y accéder, et que c'était très difficile de tuer 20 gardes, alors je suis tout à fait d'accord. Mais ce qu'on fait dans Unity, c'est qu'on ouvre les missions. On fait appel à l'imagination des joueurs. Si le joueur trouve que c'est trop difficile d'aller battre les 20 gardes, il peut peut-être, par exemple, acheter un skill de lockpick et d'ouvrir une porte et d'accéder à Notre-Dame par cette porte. Si le joueur, par exemple, est un joueur qui a exploré Paris auparavant et qui a découvert une de nos missions, une de nos histoires de Paris, qui a découvert à travers une de ces missions qu'il y a un passage souterrain qui mène vers Notre-Dame.
ce joueur va utiliser peut-être ce passage-là et rentrer dans Notre-Dame sans passer par les gardes. Du coup, la réponse, c'est que on essaie d'ouvrir les missions, on essaie d'encourager les joueurs de jouer de la façon qu'ils veulent jouer. Et du coup, il y a toujours des façons intelligentes, en fait, de réussir à bypasser les situations un peu plus challenging. Et pour les joueurs qui, eux, veulent absolument utiliser le combat, encore une fois, c'est très simple. Ils font des missions, des mini-histoires de Paris, ils vont chercher des skill points, ils achètent des skills, ils achètent des meilleures armes, du meilleur équipement, et ils vont par la porte principale. En fait, le jeu s'adapte aux joueurs. Justement, au sujet des perks, vont-ils pouvoir modifier l'expérience de jeu d'une partie à l'autre? Et si oui, de quelle façon? Oui, chaque élément a un impact direct sur la façon de jouer. Comme par exemple, une cagoule peut faire en sorte que le joueur se blende 40% plus vite dans une foule. Donc du coup, tu as un vrai avantage furtif pour les joueurs qui aiment jouer de cette façon-là. Tu as des bots, par exemple, que tu peux acheter qui vont te permettre de survivre ou une beaucoup plus grande chute sans avoir de dommages. Okay? Pour des joueurs qui, justement, aiment la navigation, par exemple. Donc, du coup, même les armes, qui avant, on a toujours une grande variété d'armes, mais elles n'avaient pas de stats. C'était toujours le même dommage. Aujourd'hui, on a 4 métriques par arme. On a le dommage, on a la vitesse de frappe, on a le range, donc jusqu'à où on est capable d'aller chercher l'ennemi, et en plus, on a l'habilité de bloc. Donc, du coup, le joueur peut vraiment choisir l'arme qui va lui permettre de renforcer la façon dont il veut jouer. En plus de ça, on a des catégories d'armes. Donc, on a les armes plus courtes, on a les armes longues. Les armes longues, on peut même aller jusqu'à avoir des hallebardes. On a ce qu'on appelle des blunt weapons, donc comme des massues par exemple. On a des fusils, on a plus des carabines. Et on a une nouvelle arme iconique qui est la lame fantôme, qui est une arme à projectile mais silencieuse. Donc, ça donne un énorme avantage côté furtif. Au niveau des factions, donc on a pu voir qu'il y avait plusieurs factions liées évidemment à l'époque de la Révolution française. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à ce sujet? Tout à fait. Bon, la Révolution française est une période extrêmement complexe et il y avait énormément de factions. Et en fait, les extrémistes d'aujourd'hui étaient les modérés de demain et le lendemain, ils étaient tous morts. Donc, c'est un peu l'histoire de la Révolution, du moins pendant une certaine partie. Donc, pour simplifier, pour que ça soit lisé pour le joueur, on a créé une faction d'extrémistes. Une faction qui représente un peu un amalgame des factions extrémistes de la Révolution française. Donc, du coup, dans la ville, on a cette faction. Eux, ils se promènent et ils font du harassment au monde. Ils vont pousser les gens, ils vont provoquer les gens, vont provoquer même le joueur. Okay? C'est une faction qui a pour but de générer un peu de chaos dans la ville, de façon systémique. Par-dessus ça, on a la Garde nationale, qui, eux, c'est les policiers. Eux, s'ils voient un crime, s'ils voient un acte violent, ils vont s'opposer, ils vont attaquer l'instigateur. Donc, du coup, si le joueur est victime de crimes par les extrémistes, la Garde nationale va se battre pour le joueur. Par contre, si c'est le joueur qui a provoqué, donc le joueur va devoir faire affaire à la Garde nationale aussi. Et la troisième faction est la foule. Certains des citoyens, pas tous, certains peuvent être armés. Si, par exemple, le joueur entre en conflit avec les extrémistes, il y a une chance que des gens dans la foule viennent aider le joueur pour s'opposer justement aux extrémistes. Et du coup, vu la nature systémique et vu qu'on ne ferme pas le côté systémique de la ville durant les missions, ça ajoute énormément d'événements aléatoires et ça ajoute énormément de rejouabilité parce qu'on peut être en train de compléter une mission et tout d'un coup, par exemple, on se fait attaquer ou dans une mission, on se fait pourchasser par un groupe d'extrémistes et tu as des gens dans la foule qui vont venir t'aider. Et si tu rejoues la mission, ça n'arrivera peut-être jamais parce qu'ils n'ont pas été à la même place. C'est aléatoire, c'est systémique. Ça rajoute vraiment énormément de réalisme. J'ai pu voir qu'il y avait pas mal de coffres différents, de différentes couleurs. Donc, quelles vont être la fonction de ces coffres? À quoi correspondent les couleurs? Donc, il y a beaucoup de variétés dans les coffres. Tu as des coffres qui sont juste débarrés, qu'on peut trouver dans la ville. Il y a des rewards. Tu en as qui sont barrés, que tu as besoin du skill lockpick. Il y a 3 niveaux, en fait, de skill, lockpick 1, 2, 3. Et puis, on est capable, en fait, d'ouvrir des coffres de plus en plus difficiles. On laisse quand même un joueur... on laisse le joueur essayer d'ouvrir un coffre niveau 3, même s'il y a juste le skill niveau 1. C'est juste beaucoup plus difficile et on risque de casser beaucoup de lockpick. Après, tu as d'autres coffres qui sont reliés à la Companion App. Donc, tu as des éléments qu'on laisse les joueurs faire, des mini-games et des jeux dans la Companion App qui vont ensuite débloquer des coffres ou débloquer même des missions dans le jeu. Parfait, merci beaucoup. Ça fait plaisir.